Jacinthe Varel au 99.5. Il est de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui veut dire qu'en ce moment, il est déjà mardi et en cette nuit de mardi, il nous rejoint malgré la nuit qui s'avance de son côté. Alors, nous recevons le journaliste, analyste politique, fondateur de Putsch Média et matinalier sur Tocsin Média, Nicolas Vidal, qui nous retrouve pour une deuxième semaine. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Jacinthe. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nicolas, vous posez une question forte. La France est-elle encore une démocratie? Qu'est-ce qui vous pousse à mettre ce sujet sur la table aujourd'hui? Oui, vous l'avez dit, c'est un sujet grave, c'est une question qui peut choquer peut-être, ou du moins déstabiliser nos auditeurs québécois, parce qu'en France, la question de la démocratie se pose pleinement, concrètement, et il se pose également, et on va essayer d'analyser ça dans cette entrevue, du rôle de la classe politique, ou du moins de l'opposition politique. Alors, rapidement, oui, il y a un affaiblissement très dangereux aujourd'hui en France et inquiétant de la démocratie. On le sait, Emmanuel Macron, depuis les Gilets jaunes, n'est pas un amateur forcené, vous le savez, de la démocratie. Il a l'habitude de passer en force, de faire comme il l'entend, et bien souvent de passer au-dessus du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Ça a été le cas notamment avec la crise sanitaire, avec la réforme des retraites et avec notamment aussi la grande crise des agriculteurs. En fait, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'au-delà de l'attitude d'Emmanuel Macron, il se pose, comme à nous tous, le rôle de l'opposition politique, qui était censé être un garde-fou à cette forme de 5e République en France, de monarque républicain, et l'opposition politique est censée s'opposer institutionnellement à la politique d'Emmanuel Macron. Mais en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que l'opposition politique aujourd'hui en France fait beaucoup de fracas ou de jérémiades dans les médias, mais finalement, institutionnellement, elle ne s'oppose que très peu à Emmanuel Macron. Je vais vous donner 3 exemples très rapides pour que nos auditeurs comprennent bien ce qu'il en est. Par exemple, hier, donc lundi 3 mars, ici en France, il y avait un vote, notamment, il y avait un débat, sur la capacité ou la possibilité que la France continue à aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, et notamment sur la question de l'arme nucléaire. Eh bien, vous savez quoi? En fait, il y a eu un débat, Jacinthe. Il y a eu un débat, mais il n'y avait pas de vote à l'issue de ce débat sur une question stratégique, c'est-à-dire la question de mettre à disposition notre arme nucléaire, qui a été mise en place par le général de Gaulle, ça remonte un peu, et sur une question aussi stratégique que ça, aussi cruciale que ça, aussi importante que ça, il n'y aura pas eu de vote. Notamment, il y a eu simplement un débat où les députés auront discuté de ça et là, mais il n'y aura pas eu de vote. Rapidement, un deuxième exemple. Il y a eu, l'année dernière, en mars 2024, ça fait presque un an, Emmanuel Macron a signé un accord de sécurité avec Volodymyr Zelensky qui nous a coûté très cher, plusieurs milliards d'euros. Et là aussi, il y a eu, alors c'était encore mieux, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, mais ce vote n'était pas contraignant. Donc les députés ont voté pour cet accord, mais s'ils avaient voté contre, Emmanuel Macron n'aurait absolument pas changé de décision puisque le vote n'était pas contraignant. Et c'était pareil, pour terminer là-dessus, sur le Mercosur, vous savez, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et une partie des pays de l'Amérique du Sud. Là aussi, il y a eu un vote. Les députés français ont voté contre l'accord de Mercosur pour la France, mais c'était sans dire que sur ces accords de Mercosur, c'est l'Union européenne, vous savez, les 27 États membres, c'est la Commission européenne qui décide de tout. Donc en fait, je vais vous le dire, ce vote ne servait absolument à rien. Voilà rapidement 3 exemples à quoi sert aujourd'hui l'opposition politique en France et qui laisse libre cours à Emmanuel Macron dans ses décisions et le cheminement qui est le nôtre et qui est à bien des égards très inquiétant, Jacinthe. Voilà. Mais LFI et RN revendiquent pourtant une posture contestataire. Pourquoi ils ne parviennent pas à s'imposer comme de véritables contre-pouvoirs? C'est une question centrale. Vous posez une excellente question et je vais essayer d'y répondre très rapidement. Le RN, le Rassemblement national, donc qui est dirigé par Marine Le Pen, et la LFI, dirigée par Jean-Luc Mélenchon, en réalité, et c'est dramatique, je vous le dis, c'est dramatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux partis sont obsédés par quoi? Ils sont obsédés par la prochaine élection présidentielle de 2027. Donc, en fait, ils n'ont aucun intérêt
à s'opposer au gouvernement massivement, de façon, on va dire, collégiale, pour renverser le Premier ministre et, dans ce cas-là, poser la question de la démission d'Emmanuel Macron. En réalité, ces deux partis, la LFI et le RN, n'ont que pour seule obsession, je vous le dis, la présidentielle, et ils ne sont peut-être pas prêts aujourd'hui, dans le cas d'une démission d'Emmanuel Macron anticipée, ils n'auraient pas l'argent, ils n'auraient probablement pas les structures et peut-être pas les idées pour se présenter sur une élection présidentielle anticipée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de bruit, ils parlent beaucoup, ils vont beaucoup dans les médias, mais à la fin, c'est toujours Emmanuel Macron qui gagne parce qu'ils ne s'entendent jamais pour essayer de mettre des bâtons dans les roues au chef de l'État. Et en réalité, le plus dramatique dans cette histoire, c'est que la France continue à s'effondrer. Il y a une situation catastrophique aussi bien démocratique, on vient d'en parler, une situation absolument chaotique économiquement, de façon sécuritaire, c'est absolument la même chose, mais les oppositions continuent d'attendre sagement une opportunité en 2027 de se présenter. Et donc, finalement, on voit quoi? On voit que les intérêts divergents de la classe politique ou de l'opposition politique sont bien divergents une nouvelle fois de l'intérêt des Français et de la France. Et c'est ça qui est terrible dans la situation. C'est pour ça que je dis que la démocratie en France est très mal menée. Voilà. Et l'argument de l'appartenance à l'Union européenne est souvent mise de l'avant pour justifier certaines décisions. Sommes-nous face à une fatalité ou la France pourrait-elle reprendre du pouvoir? C'est la question de fond. C'est la question de fond qui donne du corps à cette chronique, c'est-à-dire que vous avez raison. En réalité, aucun parti politique aujourd'hui en France qui est présent à l'Assemblée nationale, donc à la représentation nationale, n'est pour la sortie de l'Union européenne. Et en réalité, Emmanuel Macron est en train de miser littéralement, du moins pas grâce, mais avec l'opportunité de cette guerre en Ukraine, Emmanuel Macron est en train de miser sur le démantèlement de la France. Pour servir quoi? Pour servir une idéologie européiste, mais plus grave, Jacinthe, une visée fédéraliste. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, Bruxelles pourrait devenir pour la France notre Ottawa à nous. C'est-à-dire que la France deviendrait une province de l'Union européenne et le peuple n'est absolument plus consulté à ces sujets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la fin de la démocratie est là, puisque l'Union européenne est une entité supranationale qui n'a aucune légitimité souveraine par rapport à notre pays et à bien d'autres. Mais la réalité, c'est que Emmanuel Macron, qui est un européiste convaincu, continue d'avancer vers une fédéralisation de la France. C'est-à-dire que la France ne serait plus un État souverain. Elle serait véritablement une province, une partie de l'Union européenne. Et tout le pire, c'est que toutes les décisions seraient prises. Elles sont déjà prises à Bruxelles, je ne vous le cache pas. Mais là, véritablement, tout serait décidé à Bruxelles. Et bien sûr, le peuple français n'aurait plus son mot à dire sur la destinée du pays et sur l'avenir que le peuple français voudrait bâtir ensemble. Voilà. C'est la question de la dissolution de la nation dans un État fédéral. Voilà la réalité et je crois que ça parle beaucoup à mes amis québécois dans le sens où Bruxelles pourrait devenir l'Ottawa de la France. Voilà. Wow! J'aime bien la comparaison pour nous permettre de bien la comprendre. Macron est souvent décrit comme un président jupitérien. Cette concentration du pouvoir est propre à lui ou s'inscrit-elle dans une tendance plus large de la Ve République? Là aussi, c'est une excellente question parce qu'Emmanuel Macron a posé la question, du moins sa présence à la présidente, à l'Élysée, pose littéralement l'intérêt de la Ve République. Je continue de penser en tant qu'analyste politique que la Ve République sous le général de Gaulle était une chance. La Ve République avec un Emmanuel Macron, mais pas qu'avec Emmanuel Macron. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, François Hollande, j'imagine que nos amis québécois les connaissent bien. Oui. C'est finalement, on a déresponsabilisé, ou du moins, on a les outils de la Ve sont devenus des armes qu'on a retournées contre la souveraineté du peuple. Pourquoi? Parce que la Ve ne peut fonctionner qu'à partir du moment où vous avez un président de la République qui a la nation chevillée au corps, qui est amoureux de sa nation, qui est amoureux des Français. Dans ce cadre-là, puisqu'il a pas les pleins pouvoirs, mais il a quand même beaucoup de pouvoirs, il est en capacité de décider pour protéger et préserver les intérêts des Français. Mais quand vous avez quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui, je l'ai dit, est un européiste convaincu et un fédéraliste, il utilise ces mêmes outils
pour démanteler, pour dissoudre la nation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Ve République sous Emmanuel Macron, et avec l'opposition politique dont j'ai parlé, est finalement un péril pour nous. Est-ce qu'il faut la repenser? Je pense que ce ne sont pas les institutions à repenser aujourd'hui en France, c'est véritablement le niveau de notre classe politique et son attachement à la nation française. Voilà, à mon avis, le chemin très sinueux, très compliqué que les Français, sur lequel les Français doivent réfléchir, car je finis par là. Dans l'histoire, quand on connaît un peu l'histoire de France, on sait très bien qu'on ne gouverne jamais impunément contre son peuple. Et manifestement, Macron a fait le choix de gouverner impunément contre son peuple. Voilà. Certains Français diraient qu'ils se détournent du jeu démocratique par l'abstention. Est-ce que la démocratie est en crise à cause du pouvoir ou elle est en crise à cause du pouvoir et aussi à cause des citoyens qui ne s'engagent plus? Oui, c'est vrai, il y a deux éléments à cette question. Il y a une partie de la population qui a décidé de ne plus s'intéresser à la politique pour le postulat simple en se disant « si je ne m'intéresse pas à la politique, il n'y a aucune raison que la politique s'intéresse à moi ». C'est-à-dire qu'ils ont une vision linéaire du temps et ils continuent de penser que la politique n'a aucune influence sur leur quotidien personnel. Il y a une certaine forme d'hédonisme égoïste autour de ça. Et puis, Vous avez une population française qui a beaucoup voté aux législatives, aux élections, pour élire des députés après qu'Emmanuel Macron ait dissous l'Assemblée nationale. Et là, beaucoup de gens sont allés voter. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas tenu compte des deux partis qui sont de la coalition de gauche et l'arrivée du Rassemblement national comme premier parti au niveau de l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Macron n'a eu que cure de nommer un Premier ministre qui aurait été issu d'une de ces deux formations. Donc là, les Français se sont dit, nous sommes allés voter massivement aux législatives pour élire les députés de l'Assemblée nationale, mais en réalité, le chef de l'État a choisi des gens qui lui étaient très favorables. Et dans ce cas-là, la question qui s'est posée pour bien des gens, c'est à quoi ça sert de voter encore en France? Vous imaginez ce recul absolument colossal de la démocratie, de notre système parlementaire qui était censé être la pierre angulaire de notre avenir en commun et de la démocratie. Aujourd'hui, il faut le dire, il n'est absolument plus respecté. Donc les gens se détournent de la politique, mais vu que la crise économique et démocratique est là et la crise sécuritaire aussi est absolument catastrophique, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment cela va-t-il finir en fait? C'est une question grave que je pose ce soir. Vraiment, c'est une vraie question grave de fond. Est-ce qu'à un moment donné, un pays comme la France peut continuer comme ça quand vous avez décidé délibérément, comme Emmanuel Macron, de ne plus écouter les Français? Mais ne pas écouter les Français, vous savez, c'est le credo de l'Union européenne. Et Jean-Claude Juncker, qui était président de la Commission européenne en 2015, disait, vous savez, il n'y a aucune valeur démocratique contre les traités européens. Comprendre, il n'y a pas de démocratie dans l'Union européenne. Voilà un peu ce qu'incarne Emmanuel Macron et où en est notre démocratie. C'est grave, une démocratie qu'on qualifie d'effritement ou de se dissoudre comme ça ou perdre de sa force ou de perdre de son honneur. Est-ce que c'est lié d'une quelconque façon à l'effritement aussi, je dirais, de l'économie ou de l'industrialisation de la France? Oui, très clairement, il y a eu une paupérisation massive, il y a eu un dépeçage du pays, vous le savez. En France, on perd énormément d'emplois, l'industrie a été saccagée. Pourquoi elle a été saccagée? Parce que nous sommes dans un marché européen où les entreprises, les industries se délocalisent, c'est-à-dire vont dans d'autres pays où le coût de la main-d'œuvre est moins cher, le coût du travail est moins cher. Donc vous avez une paupérisation, vous avez un chômage de masse, vous avez des milliers d'entreprises qui ferment chaque année, et bien entendu, il y a une paupérisation massive. Et je continue de penser qu'au-delà du désintérêt que cela pourrait créer sur la démocratie, je continue de penser que cela crée au contraire une révolte sous-jacente, des fragments. Vous savez, un ferment de révolte populaire. Vous savez que la France est un pays plutôt révolté, on va dire, presque révolutionnaire à bien des égards. Mais on se rend compte qu'effectivement, quand vous avez un affaiblissement, voire un effondrement de la démocratie, et que vous y mettez conjointement un effondrement de l'économie, manifestement, il n'est pas besoin d'être très intelligent pour se rendre compte assez rapidement que tout cela pourrait mal se terminer. Voilà un peu où la situation nous emmène aujourd'hui en France, en tout cas. Et en terminant, M. Vidal, que faudrait-il concrètement pour redonner aux Français un vrai pouvoir démocratique?
Eh bien, je vais donner une date, c'est la date de 2005. En 2005, pour faire très vite, les Français, on leur a posé la question de savoir si c'était le traité constitutionnel, savoir s'ils voulaient rapidement si la Constitution française devait être supplantée par la Constitution européenne. Les Français ont voté non en 2005 et en 2008, le président Sarkozy a fait passer en force ce traité qui s'est appelé traité constitutionnel. Et depuis 2008, je vous le dis, il n'y a plus de référendum en France. C'est-à-dire que le peuple n'a plus voix au chapitre, le peuple n'a plus jamais été consulté. Et nous sommes aujourd'hui en 2025, donc ça fait près de 20 ans, et il faudrait en réalité remettre en place des référendums sur des questions extrêmement importantes, que ce soit la souveraineté, que ce soit la politique migratoire, sur des questions très très importantes pour les Français qui en plus sont en train de les faire basculer dans la misère et dans la violence. Et véritablement, la caste politique, on en parlait tout à l'heure sur l'opposition politique, a décidé, elle aussi, de ne plus pousser le gouvernement ou le pouvoir en place à poser ces questions. Et en fait, de quoi il est question ici ? Il est question simplement de redonner la parole au peuple français, tout simplement. Il n'y a que ça qu'une démocratie est saine et qu'elle peut être pérennisée dans le temps et qu'un pays peut avoir un avenir, parce qu'aujourd'hui, je vous assure que l'avenir est de plus en plus sombre et que les gros nuages s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Voilà. C'est une discussion fort intéressante et fort pertinente, même de notre côté de l'océan Atlantique, parce que effectivement, en regardant ailleurs ce qui se passe, ça nous permet de tirer des leçons vers où aller et vers où ne pas aller. Alors, je termine cette entrevue en vous disant que Nicolas Vidal se joindra à nous chaque lundi. Ce sera un plaisir de vous recevoir, M. Vidal, à chaque lundi. Et ceux qui ont adoré l'entendre, joignez-vous à nous chaque lundi, bien sûr, mais il y a aussi son livre qui vient de paraître, La tempête qui vient, que vous pouvez vous procurer et qui vous permettra de le connaître davantage. Merci beaucoup, M. Vidal. Merci beaucoup. Plaisir de vous rejoindre, en tout cas. Jacinthe Darel au 99.5. L'analyse de l'actualité de la journée sous un angle différent au 99.5 Montréal.